Munch et la photographie. Il commence comme les autres. L'appareil photo ne peut pas concurrencer le pinceau et la palette tant que l'on ne peut pas l'utiliser au paradis ou en enfer. Il est vrai que vous connaissez un certain nombre de peintures de Munch. Vous connaissez certainement Le Cri, sa Madonna. Il décrit la douleur humaine, l'intériorité de la psyché tourmentée. Alors, s'il peint cet enfer intérieur, on ne peut pas comprendre pourquoi il s'est intéressé à la photographie. Et un an après, il écrit, il y a de nombreuses notes, il y a toute une littérature chez Munch qui a écrit autant qu'il a peint et presque photographié. Il écrit la fabrication mécanique faite par une main judicieuse. La fabrication mécanique, c'est donc la photographie, à condition qu'elle soit faite par une main judicieuse et je dirais par un esprit tel que celui de Munch, peut donner de bons résultats. Alors, comme tous, il va devoir utiliser la photographie pour faire des portraits. Aujourd'hui, c'est presque systématique. Il n'y a guère que Lucian Freud qui a réussi à faire déplacer, ou il est peut-être allé voir la reine Elisabeth pour faire son portrait. Mais la plupart des portraitrices aujourd'hui de commande travaillent à partir de photos. C'était déjà le cas lorsque Munch, qui avait un grand succès de son vivant, reçoit les commandes des grands industriels allemands, des financiers suédois ou des stars, enfin des étoiles de l'époque. Un des premiers avec lequel il va travailler, c'est donc Mallarmé. Mais en fait, c'est une histoire de rendez-vous loupé lorsqu'il va travailler avec Mallarmé. Il a effectivement travaillé à partir d'une photo, mais on a 3 notes, dont signées SM, Stéphane Mallarmé, qui lui dit « Tous mes regrets, nous replacerons ultérieurement notre rendez-vous ». Il a essayé de le rencontrer et finalement n'en a jamais eu l'occasion, donc ça n'est qu'à regret qu'il va produire ce portrait. Et Stéphane Mallarmé le remerciera pour ce saisissant portrait par une petite note. Et en fait, il va dépouiller la photographie du narratif. On ne le voit plus écrire, il n'est plus à sa table, il n'y a plus de châle. Il n'en gardera que les traits pour maintenir la vraisemblance, faute d'avoir pu travailler sur le modèle vivant. Et il va faire ce portrait. Donc, la photographie est totalement secondaire ici. Il ne copie pas la photographie, il ne l'utilise que parce qu'il n'a pas eu le choix. Et je dirais même plus, elle est beaucoup plus influencée par l'iconographie de l'époque de Stéphane Mallarmé et en particulier de Paul Gauguin qui lui-même est influencé par Redon. Donc il y a toute une tradition moderne du portrait et de la tête coupée bien plus importante finalement que la photographie. Il va recevoir des commandes de grands industriels ou de riches collectionneurs et en particulier d'un certain Ernest Thiel qui était un financier suédois qui va lui commander le frère et la sœur Nietzsche. Donc vous avez ici Elisabeth Förster Nietzsche, dont vous avez entendu parler parce que c'est elle qui va monter le culte de l'homme de Weimar, de son frère. C'est elle qui va prendre soin de son frère pendant les 10 dernières années de sa vie où il est dans un état de dégénérescence avancée. Et c'est elle qui va probablement modifier les notes, d'où la nazification et la visite à Weimar plus tard de Hitler. C'est une autre histoire. Il va travailler effectivement à partir d'une photo, la voici, c'est clair. Par contre, pour le portrait du frère, les choses sont moins évidentes. Il a travaillé à partir d'une photo de Hans Holde qui circule d'ailleurs à travers une gravure du visage seulement. Elle est pathétique cette photo du maître de Weimar. Il est dans un état végétatif et de dégénérescence avancée. Il a totalement perdu la tête. Or, regardez l'aspect majestueux du tableau. Il est majestueux parce que, il reprend le paysage de Ainsi parla Zarathustra, un des grands livres de Nietzsche. 2, il est plus grand que nature. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes placé comme Ernest Thiel face à ce tableau, absolument ravi le commanditaire,
il est plus grand que vous, il s'impose à vous, ce qui n'est pas du tout le cas de la photo. Et puis il y a une petite chose en plus, vous voyez que la forme des montagnes bleues arrive juste au niveau du cou, ce qui permet de détacher la tête sur un fond jaune doré, c'est le fond traditionnel des icônes de nos dieux chrétiens. Donc il a déifié ce personnage, il est majestueux alors qu'il est parti d'une photo. Vous voyez un petit peu le décalage par rapport à la source photographique. Il va faire aussi des photos de portraits, par exemple celle des sœurs, du couple lesbien que sont Eva Modocci et son partenaire, j'allais dire en privé et en public, qui est Bella Edwards. L'une est violoniste, l'autre est pianiste. Vous remarquerez qu'il a modifié cette Eva Modocci, il a gardé la robe, le visage est reconnaissable, mais le visage est déjà détaché, ce qui est un petit peu troublant, il cherche à troubler l'âme. Il a intériorisé l'instrument qui se trouve à la place de l'utérus. Elle ne regarde plus l'extérieur, elle regarde vers sa compagne, donc il y a une intériorisation, ce qui est un des thèmes récurrents des symbolistes qui cherchent l'intériorité de l'âme. Et puis, lorsque vous comparez à cette photo de Bella et de Eva, elles regardent vers l'extérieur alors que l'une regarde l'autre et l'autre est elle aussi absorbée par le piano. Donc, il y a une relation fusionnelle qu'il crée qui n'existe pas du tout sur la photographie. Il n'est pas esclave de l'iconographie photographique. Il l'exploite, mais la photographie ne l'exploite pas. Il y a cette nue aux cheveux longs qui pourrait être dérivée de la photo des 1902. C'est un format carré, 9 par 9. Il s'est acheté en 1902, je crois que ça date de février, alors que le modèle est sorti quelques mois auparavant. Il s'est acheté la fameuse caméra Kodak numéro 2, le Bullet Eye, l'œil de bœuf, ce qu'on appelle aussi la Brownie. Donc il vient de l'acheter et il va produire ce genre de photographie à Berlin en 1902 et on reconnaît donc le format de 9 par 9. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il a travaillé à partir de cette photo? Rien. On n'y retrouve pas le format. Ce qui est plus probable, c'est qu'en fait, il est tout content d'avoir sa nouvelle caméra, il va faire plein de photos avec, et au moment où il est en train de peindre, il va aussi en profiter pour prendre une photo. Mais rien ne prouve qu'il a dit au modèle, vous pouvez partir, maintenant je vais copier la photographie. A priori, ça n'était pas le cas. En fait, il y a un lien permanent entre la photographie et la peinture chez Munch, mais c'est simplement parce que c'est le même esprit qui recherche les mêmes formes qui travaillent et la photographie et la peinture. Regardez cette photographie 1902, donc il vient d'acquérir sa nouvelle caméra, de sa tante Karel et de sa sœur Inger. Je vous rappelle qu'il a perdu sa mère, il avait 5 ans de tuberculose et que c'est sa tante qui lui servira de substitut. Enfin de substitut maternel. Regardez cette photo, il a coupé le bas probablement avec un mur blanc, il a choisi un contre-jour suffisamment puissant pour effacer le détail architectural d'une certaine mesure et ressort ces deux masses noires liées l'une avec l'autre, ce qu'on retrouve dans Deux femmes à la plage, qui est 4 ans auparavant. Donc ce n'est pas la photographie qui anticipe l'œuvre, c'est simplement qu'il pense de la même façon, que ce soit avec une caméra ou avec un pinceau. Et si je fais le contour de ces deux femmes sur la gauche et que je fais le même travail, il existe le contour, je l'ai juste repassé en blanc, eh bien c'est à peu près la même chose que vous allez retrouver si j'enlève les photos. Le contour noir et les contours blonds sont le même type de travail. Ce parallèle entre l'œuvre photographique et l'œuvre peinte continue. Regardez, vous avez une photo de Munch, j'imagine dans les années 30 sur la droite, et un autoportrait à l'horloge. Il se peint comme il se photographie ou se fait photographier chez lui au milieu de ses peintures, avec cette obsession pour la mort, puisque ici il est entre l'horloge, le temps et le lit de mort bien sûr. Et quand je vois cette photo dans son atelier à Écoliers en 1943, on oublie que Munch n'est pas simplement un homme de 19e siècle, il va mourir en 1944, il va peindre jusqu'à la fin de sa vie. Eh bien, regardez, il se tient droit, mais on sent que les années pèsent, il a 80 ans, et il se fait prendre à nouveau au milieu de tous ces tableaux. Mais regardez, cette photo a quelque chose de son autoportrait à la grippe espagnole de 1919, cette pose d'un homme qui souffre dans un fauteuil. Donc les deux sont toujours extrêmement liés chez Munch.
L'appareil photographique, le modèle caméra Kodak numéro 2, le voici. Il l'achète donc à Berlin. Il a deux boutons. Il a un déclencheur qui n'a pas un système de retardement. Il est extrêmement simple comme un appareil photo. Il a deux boutons. Un bouton qui déclenche, enfin avec lequel il choisit l'ouverture, et l'autre la vitesse d'ouverture. Il est extrêmement simple, mais vous allez voir, c'est assez dangereux, surtout de la manière dont il l'exploite. Il aura cet appareil qu'il va utiliser jusqu'en 1910. Ce sont des périodes difficiles, dépressives dans sa vie. Et puis, il va arrêter pendant 16 ans. Et puis, il va recommencer en 1926. Il va acheter un appareil à sa sœur. Il lui enseignera la photographie. Il s'en achète un à ce moment-là. Il l'utilise pendant 4-5 ans. Il va nous faire 244 tirages. En tout cas, on a 244 tirages, 187 sujets. Les deux premières photos qu'il va faire, il les envoie à sa tante Karel et lui dit « Tu verras, je me suis raccourci les moustaches. » Ce sont des autoportraits. Si vous allez au Munch-Museet à Oslo bientôt, vous verrez qu'un tiers de la collection des photos de Munch sont des autoportraits. Il en parle dans un interview par un écrivain danois au magazine allemand Die Dame, et il dit, je paraphrase le texte, « J'ai beaucoup appris, par exemple, de la photographie. J'ai un vieil appareil photo, il écrit ça dans les années 30, j'ai un vieil appareil photo avec lequel j'ai fait un nombre incalculable de photos de moi, souvent avec des résultats incroyables. Un jour, quand je serai vieux et n'ai rien de mieux à faire, mais écrire mon autobiographie, tous mes autoportraits verront à nouveau la lumière. » Donc il avait bien l'intention de faire un livre à partir de ses textes et ses autoportraits pour écrire son autobiographie. Et il fait ça, il n'est pas le seul. Dans les années 92, il rencontre à Berlin Strindberg, il le retrouve à Paris en 96. C'est une époque où Strindberg, par exemple, écrit son Infierno et écrit une autobiographie avec des exemplaires photographiques qu'on va voir qui sont à peu près du même acabit. Donc, en général, ce sont des photos de profil. Il y a cette idée toujours de saisir l'invisible. On peut toujours essayer de découvrir son profil, à part avec un jeu de miroir, c'est assez difficile. Vous pouvez regarder de travers, on n'y arrive pas. Donc la plupart de ces autoportraits, il est de profil ou de trois quarts, il se découvre. Il n'y a pas de photo de son crâne, mais à la limite, à la logique, il aurait pu le faire. Donc de temps en temps, vous avez ce type d'autoportrait avec ses peintures toujours derrière. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est un protocole qu'on connaît bien aujourd'hui, ça s'appelle un selfie, absolument. Donc c'est notre premier grand selfiste que vous trouvez ici. Et puis bien sûr ces visages de profil ou de trois quarts où il est en train d'explorer sa propre invisibilité. Et puis qu'est-ce que font en général les artistes avec une caméra? Ils vont documenter leur œuvre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils vont créer ce qu'on appelle les books, ils vont archiver leurs œuvres. Et il aimait tout particulièrement l'enfant malade. Je vais donc aborder la manière dont il va archiver son travail. Est-ce à travers la photographie? On peut avoir un doute, parce que si vous regardez cet enfant malade, il manque quand même un tiers. Enfin, il manque un tiers, il y a un tiers de mur, il aurait pu faire un effort avec le cadrage. Quand je vous montre quelques-unes de ces photographies, vous avez les jeunes filles sur le pont, bancales et sur une chaise. Si on veut archiver, c'est quand même pas l'idéal. L'enfant malade, vous avez vu, il y a une partie du mur. Le dédoublement de Faust est en fait un collage de plusieurs de ses travaux. Et Charlotte Corday, il aurait quand même pu cadrer mieux et surtout éviter la double exposition s'il avait voulu véritablement faire un archivage. L'archivage, c'est quoi finalement? C'est conserver la mémoire des œuvres qu'on vend. Or lui, il a un problème, il a besoin de vivre avec ses œuvres. Alors au lieu de faire des tirages photos, il va repeindre les mêmes œuvres. Alors je vous en cite quelques-unes. Vous avez un certain nombre de pubertés. En fait, la première puberté, qui date de 1886, elle va être brûlée. Étienne Castelar, il va la refaire. Vous avez plusieurs femmes sur le pont, les plus connues étant les versions de 1901 et de 1927. Le baiser, il y en a 11 versions, habillées, dénudées, en intérieur, en extérieur, etc. 11 versions du baiser. Vous avez ensuite le cri, vous le connaissez tous, il y a deux chefs-d'œuvre, normalement c'est unique, c'est le trait de génie. Le trait de génie, ça c'est une idée assez romantique. Au XXe siècle,
on refait des objets. Pensez à Jeff Koons et ses balloons. Hein, c'est ce qu'on appelle des branded artists, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé sa marque, on les reproduit. C'est peut-être ce qu'est en train de faire Munch. Ensuite, donc le cri, je disais, il y a 2 versions huile, il y a 2 pastels, il y a une litho. L'enfant malade, il le peindra toute sa vie. Alors la question, c'est pourquoi? Je sais qu'il y a des collectionneurs ici, et ils connaissent le syndrome du collectionneur, il n'y en a jamais assez et on ne peut pas se détacher d'un élément d'une collection. Toute sa vie, il va vivre avec ses tableaux. Or, il ne s'appelle ni Cézanne ni Caillebotte, il a besoin de gagner sa vie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Quand il vend un tableau, il va le remplacer. Là, voici la frise de sa vie. On reconnaît le vampire ici, vous avez la voix ici, vous avez Cendre, etc. Ce sont tous ces tableaux sur des motifs qu'il développe dans les années 90 et qui vont faire sa gloire et qui seront exposés à partir de 92-93, Unter den Linden en sa première grande exposition de la frise de la vie, et qui vont être représentés toute sa vie. Elle aura un très grand succès. Or, lui, il a besoin de garder la frise chez lui. Donc, il a besoin de reproduire les modèles au fur et à mesure. Cette frise de la vie, il l'appelle également le poème de l'amour, de la vie, de la mort. Alors, je suis désolée, si c'est un poème et qu'il manque la moitié des vers, il ne marche plus votre poème. Donc, il y a le syndrome du collectionneur, il y a cette idée de poème et il faut garder tous les éléments. On a voulu nous faire croire que c'était un génie fou. On adore ça, les génies fous, on pense à Van Gogh et on pense à d'autres. Il faut que les grands créateurs soient nécessairement fous. C'est une idée, vous m'avez vu revenir sur ce point inlassablement. J'ai également mes obsessions. Il avait les siennes, mais il ne faut pas exagérer non plus. On pense à Freud et à ce système de mémoire écran, de moments tragiques de la vie qui reviennent incessamment. Et il a construit cette idée de motifs qui reviennent là-dessus, les historiens aussi, et en particulier autour de son tableau, l'enfant malade, un de ses tableaux préférés, je vous rappelle. Sauf que l'enfant malade, il dit oui, j'ai été terriblement marqué par la mort de ma sœur, j'avais 14 ans, elle en avait 15, de tuberculose. Sauf que cette jeune fille malade ici, elle est rousse. Et en fait, c'est en accompagnant lors d'une visite médicale son père, qui était médecin, d'une petite fille qui était au fond de son lit, qu'il a trouvé son modèle. La jeune fille rousse est en fait une jeune fille qui deviendra une patiente de son père, qui deviendra un de ses modèles. Donc vous voyez qu'il y a quand même une mythologie derrière. Ensuite, il y a certainement des raisons au-delà de l'obsessionnel et de la mythologie, donc du mythe du génie fou. Vous avez aussi des raisons techniques. Il a peint jusqu'en 1844. Alors au fur et à mesure où il repeint, il modifie légèrement les techniques. Et c'est comme ça que vous avez une puberté, je crois, qui est peinte pendant la Première Guerre mondiale, qui devient très colorée tout d'un coup. Il a vu 2 ans auparavant une exposition avec Van Gogh qui l'avait beaucoup marqué, entre autres. Ensuite, vous avez des raisons commerciales. Je vous ai dit, il a besoin de vendre ses œuvres. Et il dit, pourquoi on m'accuse? N'est-ce pas aussi valable que de peindre des centaines de pommes ou de violons sur une table? Mais qui a peint des centaines de pommes? C'est Cézanne. On n'a pas reproché à Cézanne de refaire des pommes. Il aurait pu aussi dire des Mont-Sainte-Victoire ou dire de Monet qui faisait des cathédrales en série. Donc, il s'en défend, même s'il sent que le sujet est parfois un petit peu délicat. C'est un homme commercial, donc il va, quand il a une commande, on lui redemande une même œuvre, il va le faire, il va organiser ses expositions, il va faire des premières, il va louer des salles, il va regarder la rentabilité, il a un sens commercial. Et je vous disais, quand quelqu'un lui commande une œuvre, s'il doit la décrocher du mur, il va vite la remplacer. Et c'est toute l'histoire en fait de la jeune fille malade. La première de 85-86, il va l'offrir à son ami et maître Krog, dont il s'est inspiré d'une enfant malade. Ensuite, la seconde que vous avez ici est en fait une commande d'un certain Olaf Schuh. La suivante est une commande de celui-là même qui lui avait commandé les Nietzsche, donc de Ernest Thiel. Et puis, n'ayant plus d'œuvre, il va en peindre une autre, mais manque de peau, cette autre, c'est le musée de Dresde, qui va lui acheter. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en repeindre 2 autres, comme ça il est sûr de les avoir et de pouvoir livrer si nécessaire. Et puis, comme il garde les pierres pour les lithographies, il peut réimprimer comme il veut.
c'est pas une nouveauté, simplement ça gêne un petit peu. C'est pas une nouveauté. Je vous signale que Ingres, par exemple, a fait 2 Oedipe et le Sphinx. Si je pense à Delaroche, il a fait 2 Bonaparte traversant les Alpes. Si je pense à Manet, il y a 2 déjeuners de Manet, on l'oublie. Il y en a un à Courtauld à Londres. Alors certains historiens disent c'est une œuvre préparatoire et d'autres qui disent non, c'est une commande en double. Il y a l'histoire de Böcklin qui est extraordinaire. Böcklin, l'autre grand symboliste. Il y a une veuve qui adorait l'île aux morts, qui lui dit « Moi aussi, maintenant que mon mari est mort, je veux l'île aux morts ». Ce qui fait que vous en avez 2 aujourd'hui sur le marché, enfin sur le musée, le marché non, dans les musées, etc. etc. Aujourd'hui, on n'accuse pas, encore une fois, un Jeff Koons de se répéter. C'est normal, mais à l'époque, c'était un peu gênant. Donc finalement, c'est un homme du XXe siècle, parce que organiser ces expositions, c'est très Damien Hirst à Londres, et je le compare à Koons, qui est un petit peu violent, mais vous voyez que ce Munch qu'on rattache à la fin du XIXe, il a une façon de se répéter qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, il remplace ses œuvres aussi, non seulement quand il y a des ventes, mais il y a des destructions. Je vous l'ai dit pour Puberté, mais vous avez également Les 2 êtres humains, qui est un tableau qui va être détruit, il y a une explosion de bateau, je crois, il va le refaire. Et quand il vend ces tableaux, en général, il a des droits de copier. Il va vendre à la fin des années 1909-1910, il vend une partie de ses tableaux à un collectionneur de Bergen qui s'appelle Mayer. Et dans le contrat, là encore, il a le droit d'emprunter pendant 3 semaines 4 tableaux. Quand il vend ses tableaux à la Galerie nationale d'Oslo, il s'inscrit quelques années après comme copieur de ses propres tableaux. C'est drôle, on a l'habitude d'avoir les copies, enfin les registres des personnes autorisées à copier au Louvre. Mais on va copier un Raphaël, c'est pas Raphaël qui va se copier. Ben non, chez Munch, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, il a besoin de vivre avec ses œuvres. Résultat, il répète les tableaux, il a besoin de vendre ce qui a fait de lui sa marque, le branded artist, et il va se répéter. Et je vous disais, il a besoin de vivre avec ses tableaux. Et ça, c'est extraordinaire. Il est dans son atelier d'été, n'est-ce pas, avec le fond enneigé. On est quand même dans le nord. Et ben, quand il prend le froid, ses tableaux aussi. Il les laissait au froid, il les laissait vivre comme un corps humain qui s'abîme. Il va laisser ses toiles vieillir au froid. Vous le voyez ici, également ici. Et puis, il n'y a pas que le froid, il y a le chaud aussi. De temps en temps, il les expose au soleil, comme lui, et il en prend des photos. C'est un autoportrait ici. Et puis, quand il peint au soleil, d'après nature, eh bien, vous voyez que lui aussi s'expose au soleil. Donc, il y a une symbiose entre la façon dont il prend des photos et son œuvre, mais aussi la façon dont il fait vivre ses œuvres, et on le voit à travers les photos. Il les fait prendre le chaud et le froid. Ce sont ses enfants, c'est sa famille. La plupart des portraits, vous le voyez donc même tardivement en présence de ces tableaux, ce sont des tableaux ou des motifs qu'il a développés dans les années 90 et qu'il répète, on le voit donc bien à travers les photographies. Et la plupart de ces autoportraits, je vous le montrais tout à l'heure et on va continuer, se font en présence de ces tableaux. Quand il est interné, non pas pour folie, mais plutôt, Dieu merci pour lui d'ailleurs, pour alcoolisme à la clinique danoise de Jacobson, du docteur Jacobson, il continue à peindre et le voici en train de faire un autoportrait avec un de ses tableaux. Le voici ici au milieu de 3 de ses amis qui sont Nielsen, Gerloff et Ravensberg. Je ne sais pas si vous réalisez le parallèle entre la peinture de gauche et lui, regardez les 2 profils, pareil, le col, le veston. Il y a un parallèle entre les 3, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a un portrait de groupe. Donc, il a 3 portraits individuels peints, il se place devant, il fait un autoportrait avec son appareil photo, et de là, il crée un portrait de groupe. Donc là encore, il y a une création à partir de la photographie. Et puis, celle-ci, son autoportrait à Warnemünde, il se trouve entre un tableau de jeunes enfants, lui, âge mûr, 1907, et il a un peu plus d'une quarantaine d'années, et puis un homme plus âgé. Il y a un parallèle avec son tableau, les 3 âges de la vie. Il est tenté par cette dégénérescence, par cette mort. Il l'a peinte, et la voici finalement reconstituée à travers l'autoportrait. Puis il y a quelque chose qui me gêne dans cet autoportrait. Il est hanté par ses tableaux, mais il hante aussi ses tableaux. Regardez, il y a un décalage. Il y a un glissement, c'est ce qu'on appelle un bouger. Alors on va faire un petit détail technique. Son appareil photo avait donc 2 boutons. Un pour régler l'ouverture et l'autre la vitesse d'ouverture, qui était plutôt longue
parce qu'on est dans des intérieurs et la pénombre suppose une longueur d'ouverture assez longue pour que la lumière ait le temps de pénétrer et marquer le négatif. Et puis, il avait un autre bouton qui était le déclencheur, sauf qu'il n'avait pas de ce qu'on appelle un timer, il n'avait pas de retardeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il appuie sur le bouton, alors soit il fait le protocole du selfie, soit il appuie sur le bouton, il court vite et se place devant. Résultat, il a bougé. Et donc, il apparaît comme un spectre. Et c'est évidemment voulu parce qu'à l'époque, la photographie, ce qu'on appelle la photographie fluidique, avait un succès extraordinaire. Vous allez voir, c'est surprenant.